Sud Radio, le débat du samedi. Et dans notre débat, comme d'habitude, on retrouve Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et auteur de Chaos, essai sur les imaginaires des peuples aux éditions du Cerf. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. Avec Corinne Tapierot, conseillère d'arrondissement LR dans le 12e à Paris. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors je vais vous faire réagir à la question qu'on pose à nos auditeurs depuis 7h du matin. On va revenir sur le discours jeudi à Bormes-les-Mimosas du président Macron qui a mis en garde la jeunesse contre, je cite, le chaos et la désunion, quelques semaines après les émeutes urbaines. Est-ce que vous trouvez convaincant ou pas l'appel d'Emmanuel Macron à la jeunesse? Bon, je vous cache pas que pour nos auditeurs à 93 voire 94%, c'est niette, non, pas convaincant. Comment vous avez analysé les mots du président Macron à l'occasion des commémorations là du 79e anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas? Je commence par vous. Par qui? Vous m'entendez, Arnaud? Ah oui, pardon. Excusez-moi. Oui. C'est à vous de jouer. Je vous entends parfaitement, mais je n'étais pas sûr que la question s'adressait à moi. Non, écoutez, moi j'ai trouvé que c'était un discours très convenu. Le problème, c'est que vous savez, quand on s'adresse à la jeunesse, encore faut-il savoir à quelle jeunesse on s'adresse. La jeunesse, c'est quelque chose de très hétérogène, de très hétéroclite. S'adressait-il à la jeunesse des quartiers? S'adressait-il à la jeunesse de la France périphérique? S'adressait-il à la jeunesse qui est à l'université ou à celle qui est en apprentissage? S'adressait-il à la jeunesse issue de l'immigration? C'est extrêmement compliqué. Moi, je pense qu'il était dans un exercice qui visait à montrer que la préoccupation de l'avenir et de la cohésion de la société est pleinement inscrite dans son logiciel. Le problème, c'est que, encore une fois, je ne suis pas sûr qu'il soit très audible, parce que d'abord, c'est au cœur de l'été, parce que, encore une fois, son discours ne me paraît pas en mesure véritablement d'être un discours, même s'il se veut un discours de rassemblement, être un discours qui rassemble. Moi, j'ai l'impression qu'il s'adressait d'abord par-delà la jeunesse, il s'adressait vraisemblablement à son électorat, cet électorat qui est inquiet, d'ailleurs à juste titre, de la dislocation toujours plus approfondie, malheureusement, de notre société. Et c'était un discours qui se voulait à la fois, j'allais dire, rassurant pour son cœur électoral. Et ferme aussi. Et un discours qui se voulait en mesure, d'une certaine manière, de rassembler la nation. Mais à ce stade, encore une fois, la communication d'Emmanuel Macron est tellement soutenue que je crains qu'elle ne soit pas toujours reçue comme il peut éventuellement l'imaginer. Ouais. Le fait de comparer les deux jeunesses, la jeunesse d'avant, les jeunes libérateurs de 1944, qui, je le cite, nous ont montré qu'exercer sa liberté, ce n'est pas une frénésie de la transgression. Là encore, le vocabulaire n'est pas anodin. Le fait de comparer cette jeunesse d'avant à celle d'aujourd'hui, c'est pas totalement anodin, Corinne Tapierot? Non, c'est pas anodin parce que on se rend compte qu'on vit dans une société qui rêve de destins héroïques comme ceux de la résistance. Or, il n'y a aucune situation comparable et transposable. Je ne suis pas certaine que sur 10 jeunes, d'ailleurs, il faudrait qu'ils définissent quel est cet âge de la jeunesse, à quel âge on démarre et à quel âge on termine, que si on prenait 10 jeunes de 25 ans, je ne suis pas certaine qu'il y en ait 8 qui s'engagent pour la France et pour la patrie. Donc, je pense que ce sont des analogies de paresseux. Qui sont, oui, parce que c'est une paresse intellectuelle qui tente à se répandre énormément dans notre pays. C'est-à-dire qu'on amalgame tout. Dès qu'il y a quelqu'un qui est discriminé, hop, on fait référence à la Shoah. Dès qu'il y a quelqu'un qui fait un geste héroïque, on le compare au général de Gaulle. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas à ce niveau-là. En revanche, on ne peut pas susciter l'engagement par l'incantation. Alors, son discours, je vous dis sincèrement, alors Arnaud Benedetti l'a dit avec beaucoup de sobriété, il était inaudible. Moi, je pense qu'il était creux. C'était des mots, il fallait parler. Il fallait dire un certain nombre de choses, des éléments qu'il a envie de développer. Mais s'il avait des annonces à faire pour la jeunesse, s'il avait un vrai projet, il aurait dû faire quelques annonces, c'est-à-dire dire
pour que vous puissiez vous engager. Je sais pas, je créerai, je vais inventer un bonus étudiant pour ceux qui s'engagent. Je créerai, je sais pas, faire quelque chose, une vraie proposition qui parle aux gens. Ouais. Alors effectivement, on est en période de vacances. Je pense que la jeunesse, elle est plutôt, en tout cas, je leur souhaite en vacances et sur les plages ou ailleurs, en famille, vers d'autres horizons. Mais on a quand même en permanence avec ce gouvernement un problème de communication qui est la communication à outrance et en permanence. Donc il y a un moment où on préférerait moins de paroles et plus d'actes. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu difficile. Sachant que beaucoup de jeunes, comme vous dites, les jeunes, c'est très large, ne sont pas tous forcément en vacances. Au moment où il y a des publications l'UNEF qui parlent de la précarité des étudiants, voilà, ou de la pauvreté de certains étudiants aussi, quoi. Quand il les exhorte à ne pas aller dans le chaos, à qui il fait référence? Je pense que les jeunes des banlieues, si c'est à ceux qui ont participé aux émeutes qui s'adressaient, je pense qu'ils n'ont pas entendu et puis qu'ils ne l'entendront pas. Manière, Arnaud Benedetti, avant de donner la parole à nos auditeurs, manière aussi de dire je suis encore là, je suis là, au creux médiatique, voilà, en plein été, sachant qu'il va y avoir quand même le Conseil des ministres qui va se réunir mercredi prochain aussi, non ? Oui, alors ceci dit, l'exercice qu'il a effectué jeudi, c'est un exercice qu'il effectue de manière assez régulière. Hein. Il y a souvent une prise de parole le 17 août, au moment de la libération. Mais moi, je crois que, si vous voulez, c'est un président qui, aujourd'hui, a un problème pour en venir au sujet qui est le nôtre, c'est-à-dire celui de la jeunesse, avec la jeunesse. Parce que quand on regarde, par exemple, ce qui est très intéressant, d'abord les dernières élections, on se rend compte que la jeunesse, disons que c'est les 18-24 ans, pour aller très vite, hein, en tout cas les plus jeunes, statistiquement, d'abord, sont des gens assez désengagés, hein, ils votent assez peu. Ça, c'est un premier point. Alors, il y a toujours une tendance, hein, si vous voulez, il y a toujours une moindre participation électorale chez les plus jeunes. Mais là, depuis quelques années, force est de constater qu'elle est beaucoup plus dense qu'elle ne l'était par le passé. Et puis, quand ils votent, là aussi, force est de constater qu'ils votent plutôt majoritairement, soit pour le Rassemblement national ou pour la France insoumise, mais assez peu pour Emmanuel Macron. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est que ce plus jeune président dont la France s'est dotée est celui qui peut-être avait créé en 2017 une forme d'espoir dans certaines catégories de jeunes, mais qui, après 6 ans de mandat, ne semble pas avoir été en mesure de créer un lien soutenu avec ces derniers, et qu'il existe une forme de déception, c'est le moins qu'on puisse dire, entre de grandes catégories de la jeunesse et cet exécutif. Tout se passe finalement comme si le logiciel politique qui était le sien, malgré encore une fois la jeunesse d'Emmanuel Macron, malgré le renouvellement de génération auquel il a contribué politiquement, était un logiciel politique qui n'était plus tout à fait adapté au temps dans lesquels nous étions entrés. Il y a une forme de déphasage entre l'offre politique d'Emmanuel Macron et la réalité de l'époque que nous traversons. Ce hiatus, à mon avis, est une des clés d'ailleurs du problème que rencontre l'exécutif. Au-delà de la question, encore une fois, la seule question de la jeunesse, parce que, comme le disait d'ailleurs Pierre Bourdieu, la jeunesse n'est qu'un mot. C'est ça. C'est plus que sûr. On va faire réagir nos auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300. Il y a Geneviève qui nous appelle de Seine-Saint-Denis. Bonjour Geneviève. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ou pas, cet appel d'Emmanuel Macron jeudi à Bormes-les-Mimosas. On en parle avec nos invités là. Vous le trouvez convaincant, vous, quand il parle de la jeunesse et en disant attention au chaos et la désunion? Vous le trouvez audible ou pas? Non, pas du tout. J'ai trouvé ce discours... Chez moi, dans le midi, on dit il a très bien parlé, mais qu'est-ce qu'il a dit? Bon, je n'ai certainement pas ses capacités intellectuelles, n'est-ce pas, ni ses diplômes, mais enfin, je voudrais savoir à quelle partie de la jeunesse il s'adressait. Parce que moi, il y a 2 jeunesses que je côtoie. Ce sont d'abord ceux qui sont étudiants, qui ont des difficultés, et puis les jeunes travailleurs. Maintenant, tous ceux qui ont mis le chaos, parce que je suppose que c'est à eux qu'ils s'adressaient, je ne pense pas qu'ils fassent partie de la jeunesse française. Voilà.
Ils ne font pas partie de la jeunesse française, c'est-à-dire quand on parle des banlieues, de la cohue qu'on a mis dans les banlieues. Oui, mais c'est des jeunes Français. Ce sont des jeunes Français, certes, mais ils s'assimilent à qui? À notre jeunesse? De toute façon, il y a plusieurs jeunesses, mais... il y a plusieurs jeunesses. Il y a la jeunesse qui a envie de faire quelque chose et celle qui n'a envie de rien faire, tout en étant sous le même ciel, sous les mêmes étoiles, n'est-ce pas? Bon, j'ai bien compris que ce qui vous intéresse plus, c'est des actions concrètes par rapport aux jeunes travailleurs ou aux étudiants, quoi. C'est ça, en précarité. C'est-à-dire que la précarité, on parle de la précarité dans les banlieues. Mais dans les banlieues, tout le monde fait partie d'une banlieue quelconque et tout le monde a la même chance. L'école de la République, elle est accessible à tous. Tout le monde y a accès. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Merci pour votre témoignage, Geneviève. Merci. Et puis vous nous appelez de Seine-Saint-Denis. Vous voulez réagir au témoignage de notre auditrice, Corinne Tapierot? Oui, enfin, j'entends effectivement ce qu'elle vient de dire. Il y a une réalité, c'est que, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas où il veut en venir. Quel est le but de cette intervention? Est-ce que derrière, il a tout un projet qui va dérouler? Est-ce qu'il se rend compte qu'il y a effectivement plusieurs jeunesses, mais dans une banlieue, vous avez des jeunes qui vont travailler, vous avez des jeunes qui sont étudiants, vous avez des jeunes qui sont désœuvrés, des jeunes qui sont chômeurs, des jeunes qui sont handicapés. Est-ce qu'il a un regard globalisé sur cette jeunesse pour laquelle il va apporter une solution uniforme? Alors peut-être que c'était une façon aussi de revendre son service national universel, qui est finalement le seul gadget qui a pu être trouvé pour amuser la foule, mais je vois pas à qui il s'adresse. Enfin, c'est quand même assez étonnant qu'un président de la République ne puisse pas, dans un discours, cibler précisément un projet, en tout cas une action, à destination d'un public. Et en général, quand on commence comme ça, c'est que on va trouver une petite mesure qui soit un petit peu sexy dans les médias et en termes de com, et ça va s'arrêter là. La rentrée va être chaude aussi pour le président Macron, de toute façon. Service national universel, c'est un gadget aussi pour vous, Arnaud Benedetti? Je ne suis pas sûr que ça soit un outil qui soit en mesure de répondre à la question de la cohésion de la société. Si vous voulez, cet objet politique est pensé comme l'avait été d'une certaine manière, sur un plan militaire, le service militaire qui, avec l'école, a formé depuis la Troisième République des générations et des générations de citoyens, quelles que soient leurs origines et leur appartenance. Mais là, en l'occurrence, on est tout à fait dans une autre époque. Et ce n'est pas, me semble-t-il, ce dispositif qui est en mesure de résoudre les problèmes immenses de cohésion, d'assimilation auxquels nous sommes confrontés. Mais d'ailleurs, je note qu'il n'en a pratiquement pas parlé, qu'il n'en a même pas parlé durant son allocution. En fin de compte, cette allocution, qu'est-ce que c'est? C'est un non-événement, d'une certaine manière. C'est un non-événement. Le problème, c'est que le macronisme, lorsqu'il communique, devient de plus en plus un non-événement. Ce qui pose problème, parce que sur le fond, d'une certaine façon, l'attention qu'il arrivait à susciter, à la fois sur le plan médiatique, mais aussi parfois dans un certain nombre de segments de l'opinion, c'était essentiellement lié à sa communication. Et comme sa communication est en train progressivement de devenir obsolescente, il n'arrive plus finalement à créer un lien avec les Français. Et je me dis, alors qu'on est tout juste en 2023 et qu'il reste encore 4 ans à ce mandat, ça va être rudement long compte tenu des difficultés que le pays a affrontées. Et encore une fois, sans une initiative politique majeure, d'ailleurs qu'il a annoncé, mais on attend de voir quelle sera son initiative politique majeure, je ne vois pas comment on peut continuer de la sorte. Ça me paraît extrêmement difficile. Il y a une sorte, si vous voulez, il y a un sentiment d'enlisement. Enlisement, on a bien compris, ce sera le mot de la fin. Merci Arnaud Benedetti. Merci Corinne Tapierot. Samedi prochain, si vous le voulez bien.